Bon, bizarre. Ok, Karim, tu es là? Oui, Ok. Je te laisse admettre les personnes, comme ça c'est plus simple. oui, d'accord. Ok. Et vérifie que les micros soient coupés, s'il te plaît, parce que ici je suis sur deux écrans et je n'ai pas l'occasion de le faire. Ok, d'accord. Euh, Merci. Bien, on va démarrer cette présentation. Bon, on a un petit comité, on verra bien si, si le comité s'étoffe. Il y aura de toute façon un replay. Donc, vous pouvez poser vos questions normalement via le chat. Alors, moi pour le Oui, moment, je ne vois pas le chat, mais j'espère qu'il est accessible. Ou sinon, vous levez la main et il y a moyen de le faire via l'écran. Et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc, Yves, oui, j'ai pas encore l'accès. qui n'a pas l'accès? Moi, pour accepter les gens. Ah, attends. Euh, voilà, c'est fait. Voilà, donc ici, je fais une présentation de l'attachement. Il y a déjà eu d'autres conférences sur l'attachement, les blessures d'attachement. Ici, c'est l'attachement systémique. Donc, on va essayer de percevoir pendant cette présentation en quoi l'attachement peut être aussi influencé par le système. Le système, en gros, c'est tout ce qui va nous influencer dans notre environnement, indépendamment de la blessure elle-même, de reconnaissance. Euh, Très brièvement, je le rappellerai un petit peu plus pendant la présentation, mais donc l'attachement, c'est vraiment la sécurité émotionnelle et affective que nous avons reçue ou non dans les premières années de notre vie. C'est à ce moment-là que l'attachement va pouvoir s'installer de façon sécure ou insécure. Je rappelle qu'il y a plusieurs styles d'attachement insécure. Très rapidement, il y a l'attachement insécure anxieux, l'attachement insécure détaché, évitant l'attachement insécure, désorganisé, l'attachement insécure ambivalent, qui va reprendre deux voire trois des premières catégories. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion de reparler un petit peu de ça. Je l'ai déjà fait dans d'autres présentations. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt essayer de voir dans le système comment ça s'installe. Donc, c'est quoi une pensée systémique déjà? Première chose. Qu'est-ce qu'une approche systémique? Quelle est l'origine de la pensée systémique? Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Euh, Quand et comment peut-elle être utilisée à la place de ce qu'on appelle la pensée linéaire, hein? J'expliquerai tous ces termes au fur et à mesure. Voilà, et donc nous pouvons même essayer de voir dans quelle mesure cette pensée va être influente dans notre système familial, donc dans notre fonctionnement familial, ou même au niveau professionnel, hein, dans le management par exemple. Donc Einstein disait que si un problème se crée à un certain niveau de pensée, on ne peut pas utiliser ce même niveau de pensée pour résoudre ce problème. Donc ça c'est quelque chose qui est important. En gros, c'est ce qu'on a repris notamment en PNL ou même en hypnose, on appelle ça les niveaux logiques. Si j'agis à un certain niveau, si je veux résoudre le problème, il faut que je puisse travailler à un niveau supérieur pour pouvoir résoudre le problème, parce que si je reste au même niveau, je n'ai pas une vue d'ensemble tout simplement, et donc je n'arriverai pas à régler le problème en tant que tel. Donc il faut donc penser différemment, c'est ça que ça veut dire, hein. Donc il faut to think outside the box, il faut essayer de sortir de la boîte dans laquelle on est enfermé pour essayer d'avoir une vision un peu plus généraliste, un peu plus complète du problème. Euh, la pensée systémique est finalement une autre manière de penser, de voir les choses, et surtout la pensée systémique s'oppose à la pensée analytique, hein, qui est très cartésienne, qui est très analogique, qui est celle que nous apprenons à l'école, hein, où on sait A plus B donne C, etc. Donc on s'occupe plutôt des origines, des causes du problème, alors qu'en pensée systémique, on va plutôt s'occuper de chaque partie du problème, de la question, sans s'occuper
des causes et origines. Donc c'est plutôt une façon différente de travailler. Nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre comment les pièces du puzzle s'assemblent les unes aux autres, sans que j'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble, en sachant d'où vient le problème qui a été suscité. Donc, même si c'est un concept très à la mode actuellement, cette pensée systémique, elle émerge historiquement vers le 19e siècle, en psychologie notamment, et c'est l'école de Palo Alto qui s'est intéressée à ça, donc ce qu'on appelle, et qui s'est aussi intéressée aux thérapies brèves en l'occurrence, et c'est principalement dans les années 50, 1950, avec les travaux de Gregory Bateson, puis en 68, Ludwig van Bertalanffy, que l'on considère comme le père de la pensée systémique, hein, c'est vraiment lui qui a posé le cadre de cette façon de travailler. Euh, à partir de là, différentes recherches ont été menées pour élargir la pensée systémique dans de nombreux domaines. On a essayé vraiment d'appliquer ça partout. Et ça a même été un peu plus loin, puisque on a même cherché aussi à établir des profils types, par exemple, hein, comme l'énéagramme, les constellations familiales. Il y a des choses voilà, qui ont été générées à partir de ce type de travaux. Donc voilà, donc peut-être qu'avant de définir ce que c'est la pensée systémique, on va essayer de définir ce que c'est un système déjà. Un système, c'est un ensemble d'éléments qui interagissent entre eux dans un but commun pour une certaine durée. Ça, c'est un système. Donc, si vous êtes dans une entreprise, eh bien, vous agissez les uns avec les autres de façon à obtenir un certain résultat ou vous êtes en quête d'un certain résultat. Donc le système, c'est vraiment un tout, il est perçu comme tel, hein, c'est comme un groupe, hein, d'accord. Euh, et l'idée générale, c'est que ces éléments restent ensemble parce qu'ils s'affectent, comment dire, ils s'influencent les uns les autres sur la durée et progressent vers un objectif commun. Donc le but, c'est vraiment un groupe, je veux obtenir un certain résultat, et donc je partage, je collabore avec d'autres personnes dans cet objectif-là, dans ce but-là. C'est ça qu'on appelle un système. Donc l'approche systémique et la pensée systémique, hein, ce sont deux choses légèrement différentes. Donc l'approche systémique, elle fait référence à une méthode d'analyse. En gros, c'est une façon de traiter un système complexe avec un point de vue global sans se focaliser sur les détails. Donc je ne cherche pas les causes et origines du problème, je cherche juste à comprendre l'interaction, l'interpénétration des différents éléments pour comprendre ce que cela va générer dans le système lui-même, dans la collaboration au sein du groupe, par exemple. Donc ça permet de mieux comprendre la complexité sans trop simplifier la réalité. Donc ça, c'est un élément qui est assez important. Donc la pensée systémique, c'est donc une approche holistique, c'est-à-dire complète, hein, de l'analyse qui se concentre sur la façon dont les éléments constitutifs d'un système sont interdépendants. Le but, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui amène quoi, qu'est-ce qui résonne avec quoi, qu'est-ce qui va faire que ça va bouger de telle ou de telle manière. Et aussi pourquoi et comment ces systèmes fonctionnent dans le temps et dans des contextes de systèmes plus vastes, parce que ça peut évidemment s'inscrire un peu comme des matrioshkas, hein, des poupées qui se, qui se développent les unes après les autres. L'approche de la pensée systémique contraste avec l'analyse de façon traditionnelle, ce qu'on appelle la pensée analytique, on l'appelle aussi la pensée linéaire, hein, parce qu'elle suit une ligne toute droite, et elle étudie les systèmes en les décomposant, leurs éléments distincts. Donc la pensée linéaire, euh, c'est donc problème de malaria. Ben, par exemple, je vais asperger la zone avec des produits chimiques, hein, des produits anti-moustiques. La pensée systémique, ben, je réalise qu'il y a à la fois le moustique, mais donc qui attaque la famille, mais en même temps il y a d'autres types de prédateurs. Par exemple, certains lézards pourraient tuer ces fameux moustiques, les guêpes pourraient aussi attaquer les moustiques ou les larves de moustiques. Je pourrais avoir aussi les rats qui interviennent. Je pourrais avoir aussi certains types d'insectes, les chats, l'humain. Bref, je vais voir la chose de façon beaucoup plus globale que uniquement action-réaction. Hein. J'observe un problème, je réagis directement, mais j'essaie de l'inscrire dans un ensemble beaucoup plus vaste. Vous pouvez comprendre aussi que, en termes d'écologie, pour une personne, ce sera beaucoup plus intéressant de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça va nous permettre de repérer si dans le système de la personne,
c'est sain ou malsain, cette interrelation, et donc en quoi elle impacte non seulement cette personne elle-même, mais aussi peut-être d'autres relais au sein de la famille, par exemple. Donc si j'interagis avec mon partenaire, ma partenaire, qu'est-ce que ça va donner comme incident sur les enfants, par exemple, ou les petits-enfants, etc. Donc la pensée analytique consiste donc à décortiquer, décomposer les phénomènes afin de les recomposer pour produire des raisonnements cohérents et pour essayer de dire vraiment action-réaction. À l'inverse, la pensée systémique, elle part du principe que ce ne sont pas les causes qui nous intéressent, mais vraiment les composants d'un système pour bien comprendre comment ils interagissent les uns avec les autres et où je pourrais intervenir pour modifier un comportement général, sans que j'ai besoin de comprendre nécessairement d'où vient le, le problème, et simplement en disant, OK, qu'est-ce que je peux changer dans ma façon de voir ou de penser les choses, ou d'agir, d'interagir, de façon à obtenir un résultat qui convienne mieux au groupe, et pas uniquement à moi en tant qu'individu. Donc on voit qu'il y a une vision un petit peu différente euh, de, de- comment dire, du fonctionnement. Euh, j'ai presque envie de faire un petit parallèle. Par exemple, si je parlais un petit peu religion, euh, exemple, dans le christianisme, le catholicisme, par exemple, c'est mea culpa, mea maxima culpa, c'est ma faute, ma très grande faute. En islam, c'est plutôt la communauté qui passe avant l'individu. Si je vois le christianisme, c'est plutôt l'individu qui passe avant la communauté, même si ça s'inscrit dans une certaine communauté. Donc c'est des visions un peu différentes. Les droits de l'homme, par exemple, qui sont le fruit d'une pensée très occidentale à la base, c'est vraiment l'individu avec ses droits primaires, secondaires, etc. Il y a plusieurs générations de droits de l'homme maintenant, hein. Le professeur Guy Archer, par exemple, que j'ai eu comme professeur à l'Université libre de Bruxelles, a écrit plusieurs livres sur le sujet, ce qu'il a appelé les droits de l'homme de première génération, de deuxième génération, de troisième génération, avec notamment actuellement, notamment le droit à la vie, le droit à un minimum de revenus garantis, etc., ce qu'on appelle les revenus universels, etc. Donc il y a des interprétations de tout ça. Donc, euh, dans cette pensée systémique, on va donc partir du présent pour aller vers l'avenir. On va pas aller vers le passé, on va dans l'autre sens. En gros, c'est que souhaitons-nous changer, vers quelle solution souhaitons-nous aller. On va donc devoir s'intéresser aux relations entre les éléments du système, aux interdépendances et aux rétroactions lorsqu'on introduit un changement dans le système pour observer ce que ça va impacter dans le système. Donc la pensée systémique dans notre vie de tous les jours, elle est très efficace simplement pour comprendre la complexité des organisations, les relations avec leur environnement, les échanges entre les différents sous-systèmes, les différentes entités, les cycles qui s'y produisent, etc. Et les changements et les adaptations qui s'y opèrent afin de conserver cet équilibre, hein, les phénomènes de croissance, d'évolution ou encore de rupture. Tout ça fonctionne aussi évidemment pour les entreprises, mais fonctionne aussi pour l'humain. Donc je vais chercher à comprendre ce que je peux changer maintenant pour obtenir les résultats que je voulais obtenir sans chercher justement à comprendre les causes du passé, mais plutôt à comprendre les interactions et modifier certains comportements. Ça veut dire aussi que je ne prends pas à titre personnel certaines choses, ce qui n'est évidemment pas facile lorsque j'ai certaines blessures, dont notamment les blessures d'attachement. En gros, ça veut dire aussi que cette pensée systémique, elle nous permet d'appréhender comment nous sommes acteurs de notre réalité. C'est en quoi est-ce que je peux agir moi, hein, acteur, euh, par rapport à la réalité. Et ça me permet aussi d'apprendre à détecter ces forces systémiques, donc ces interactions de groupe, ainsi que les leviers que je pourrais modifier, hein, qui me permettraient de modifier les événements dans un système. Donc qu'est-ce que je peux bouger? En gros, on peut observer ça parfois chez certains enfants qui sont en résilience, donc qui ont été maltraités. Parfois, ils peuvent apprendre à appuyer sur tel bouton pour obtenir tel résultat, parce qu'ils savent que s'ils demandent en direct la chose, ils ne l'auront pas. Et donc les enfants qui ont été victimes de manipulateurs notamment, voient parfois et ont développé des concepts de manipulation sans être eux-mêmes manipulateurs, mais parce qu'ils ont compris inconsciemment que pour obtenir B, ils devaient passer par A et par C, et que s'ils demandaient B en direct, ils ne l'obtenaient pas. Donc ils ont mis en place des stratégies
pour obtenir on va dire, satisfaction de leurs besoins, mais sans exprimer nécessairement leurs besoins en direct. On peut retrouver ça, donc évidemment, dans le système familial, avec des enfants qui vont essayer de jongler justement avec les fonctionnements ou les dysfonctionnements parentaux, par exemple, pour essayer d'obtenir quand même satisfaction de leurs besoins. Donc, en gros, avec ce type de pensée systémique, il est important de prêter attention au feedback que nous obtenons, c'est-à-dire vraiment essayer d'obtenir, de comprendre ce qui se passe, d'accord, à l'intérieur. C'est vraiment important. Donc, quels sont les bénéfices finalement de cette pensée systémique? Eh bien, c'est qu'on peut résoudre les problèmes de façon plus efficacement, de façon plus efficace, simplement parce que ben, je sais quoi modifier dans mon comportement pour obtenir satisfaction des besoins du groupe en l'occurrence. Je peux avoir une communication plus efficace parce que je peux exprimer plus facilement mes besoins plutôt que passer par la bande ou ne pas oser m'exprimer. Je peux planifier de façon plus efficace et je peux avoir un développement organisationnel aussi plus efficace simplement parce que je peux vraiment nommer les choses sont claires, elles ne sont pas cachées. Quels seraient les éléments fondamentaux d'une approche de cet ordre-là? Notamment, ben, simplement que la solution sera beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que la solution la plus facile ramène simplement au système directement et non pas aux causes et origines des blessures que je pourrais avoir eues précédemment, que je dois évidemment les travailler ici dans le cadre de mon développement personnel, mais qui ne vont pas résoudre la communication ou l'échange dont j'ai besoin ici et maintenant. Euh, Parfois, la situation risque d'empirer avant de s'améliorer. Euh, il faut parfois penser aussi à l'interdépendance des éléments entre eux pour éviter de casser la machine, entre guillemets. La pensée systémique nécessite aussi de collaborer, c'est un travail de groupe. Donc on ne travaille pas de la même manière, hein. C'est pas moi dans mon coin, mais c'est vraiment en groupe. On cherche à comprendre. On ne soigne pas le symptôme ni la cause, hein. On s'occupe vraiment du mécanisme lui-même de pensée, d'interaction, de communication. Et il faut évidemment qu'on prenne le temps de comprendre et de voir comment les résultats se mettent en place et se développent peu à peu. Donc, quelles sont les modifications dans le système. Euh, voilà. Et donc, c'est vrai que ce type de mécanisme, ça peut être excellent, évidemment, dans des pratiques de management, par exemple, ou d'entreprise. Pourquoi? Mais parce que simplement, les personnes vont pouvoir exprimer leurs besoins et on va mieux tenir compte d'eux. En tout cas, on pourra mieux en tenir compte pour essayer de les modifier. Voilà. Donc, pour être efficace, ça veut dire que ce projet, ou le chef de projet, le chef de famille en l'occurrence, doit adopter cette approche et doit évidemment ne pas hésiter à vraiment comprendre quels sont ses besoins et ce qui pourrait agir sur ses besoins de façon à ce qu'il n'ose pas s'exprimer. Donc c'est assez important de comprendre ça. Donc en gros, cette pensée systémique est très utile au quotidien hein, pour simplement parce que tout autour de nous est toujours composé sous forme de systèmes. Euh, le système solaire, le système scolaire, le système nerveux, le système digestif. En gros, il y a toujours un système, c'est un ensemble d'éléments qui collaborent entre eux afin d'obtenir un certain type de résultat. Si je ramène ça à l'attachement et la blessure d'attachement, je rappelle, cette blessure d'attachement a généré un manque de sécurité émotionnelle affective qui se traduit par un manque d'estime de soi, qui elle-même va amener un manque de confiance en soi, qui elle-même va amener un manque d'affirmation de soi. Donc si je peux comprendre comment ce système fonctionne, je vais donc avoir la possibilité de développer d'autres solutions pour essayer de le modifier sans nécessairement aller comprendre d'où vient le problème. Donc si je vois quelqu'un qui dysfonctionne au niveau de son attachement, en étant par exemple systématiquement anxieux, eh bien je sais que si j'utilise un mode de communication qui est bienveillant et qui va aller rassurer la personne, j'obtiendrai des résultats où le comportement de la personne pourra s'exprimer de moins en moins de façon anxieuse. Et évidemment, s'il va travailler son trauma de son côté ou l'origine de son trauma de son côté, il pourrait, comme en thérapie brève, obtenir des résultats assez rapides. Mais moi, de mon côté, je peux déjà apprendre à mieux manager la situation et à éviter que ça ne se crispe encore plus. Par exemple, je suis un couple, là, c'est tout récent, donc c'est depuis hier, j'ai eu déjà deux sessions, hier, une aujourd'hui encore.
c'est deux systèmes qui se rencontrent. En gros, c'est une culture complètement différente, hein, c'est une culture indienne, donc c'est pas notre façon de penser. Et dans la blessure d'attachement, il y a évidemment la négligence parentale des deux côtés. Pour l'une, ça s'est traduit par un attachement ambivalent, anxieux et en partie désorganisé. L'anxieux, ça veut dire que c'est les personnes qui ont besoin d'être rassurées tout le temps dans le lien. Et l'aspect désorganisé, c'est que les blessures sont tellement fortes que parfois le système cherche à maintenir le calme dans le système, mais explose, et parfois l'explosion n'est pas toujours congruente avec l'événement déclencheur. Et de l'autre côté, l'autre partenaire, c'est un attachement détaché, évitant, et donc, c'est tellement fort que donc ils se sont mariés. Pour l'homme, c'était la deuxième relation qu'il avait. Il y avait une relation assez courte qui a duré un mois ou deux, ou peut-être deux, trois mois, où les personnes se rencontraient presque tous les 15 jours. Donc, ils se sont peut-être vus 5 ou 6 fois. Et l'autre personne a décidé d'arrêter la relation. Puis, il y a eu un grand trou dans le cursus de cet homme. Et puis, il a rencontré son épouse actuelle. Ils sont sortis ensemble et très rapidement se sont mariés. Sauf que lui, un attachement détaché évitant, elle, un attachement de type anxieux et désorganisé, donc parfois explosif, ce qui fait que lui, n'arrivant pas à poser ses besoins et comment dire, à mettre des mots sur son dysfonctionnement personnel, il se coupait. Donc, il était envahi par les angoisses de sa partenaire. Et donc, dans ce système-là, qu'a-t-il fait? Il a carrément déménagé. Donc, il est parti de l'Inde, elle est allée en Australie, et lui est allé ici en Europe, euh, pour mettre vraiment quelques milliers de kilomètres entre eux, de façon à pas être envahi et pouvoir garder une bulle à lui. Donc on voit un peu le système, comment il peut se développer. Sauf que, évidemment, il y avait des besoins. Donc dans ces besoins, il y avait des besoins évidemment émotionnels et notamment des besoins aussi un peu plus physiques. Donc, que s'est-il passé? L'homme a choisi, par curiosité, ayant très peu d'expérience au niveau de sa sexualité, d'aller un petit peu, on va dire, essayer d'expérimenter de nouvelles choses, sauf qu'à la base, ça n'a pas été nommé clairement à son épouse. Puis, à un moment donné, il a quand même fait état de cela. L'épouse, qui est dans un attachement anxieux et donc qui a très très peur de couper le lien et de dire, ben non, je suis pas d'accord, je suis pour une relation exclusive, hein, on s'est engagé autour de ça, de peur de perdre son partenaire, a dit qu'elle était OK pour une relation plus libre, c'est-à-dire de pouvoir aller effectivement explorer éventuellement des choses d'un autre côté, pour autant qu'il n'y ait pas d'engagement au niveau des émotions, c'est-à-dire que ce soit purement physique et curiosité ou sexuelle, mais pas d'engagement émotionnel. Mais pour autant que ça ne se passe pas dans l'habitation, dans leur habitation, entre guillemets, même s'ils sont à X milliers de kilomètres ensemble, ça ne devait pas se passer dans leur foyer à eux, pour que ce foyer reste stable et safe, sécure, lorsque l'un ou l'autre allait se croiser, l'un en Australie ou l'autre en Europe, etc. Sauf que l'homme, à un moment donné, dans un certain cas de circonstances, n'a pas respecté ça, donc il a cassé on va dire, ce cadre, parce que dans son système de défense, comme il se coupe, hein, il est détaché et évitant, euh, la partenaire qu'il avait trouvée ne pouvait pas aller chez elle, et donc il s'est dit, bah c'est pas grave, puisque de toute façon, il n'y a pas d'engagement émotionnel, c'est purement physique, hein, c'est comme un besoin, comme manger ou respirer. Et donc il a brisé ce code-là. Après, par honnêteté, il le nomme à sa partenaire, à son épouse, qui évidemment le vit très mal, parce qu'elle le vit comme une trahison et comme une double trahison, puisqu'il y a déjà eu une première fois quand il l'avait trompé, et puis là une deuxième fois quand ils ont remis un cadre dans le fait de quand même aller dans le lieu commun. Donc vous voyez un petit peu l'ensemble. Euh, Si j'analysais ça de façon analytique, je sais que chacun a des blessures d'attachement qu'ils doivent travailler de leur côté. L'un, ça a généré cette anxiété, et l'autre, cette mise à distance des émotions, hein. Donc en gros, il ne se connecte pas aux émotions et aux ressentis. Il y a pourtant de l'empathie de l'un à l'autre, mais on voit bien que c'est dans la façon de collaborer, c'est que la place de l'autre ne compte pas
dans le chef ici du mari, parce il ne comprend pas en quoi ça peut le toucher, puisque lui-même est coupé de ses émotions. Donc ici, hier, la première chose que j'ai faite, c'est essayer justement d'essayer de leur faire comprendre le fonctionnement dans leur système à eux. Ce que ça avait généré, ben, cet envahissement avait généré de la fuite. La fuite s'était traduite par un changement de continent. Euh, et donc évidemment, s'ils veulent donner une chance à leur couple, il fallait qu'ils puissent renouer un dialogue par rapport à ça pour comprendre ce qui les avait amenés à se séparer. Ce matin, j'ai eu le mari en session qui m'a dit que ils allaient retourner tous les deux en Australie pour revivre ensemble. Et là, j'ai rappelé au mari que, en tout cas, il était important qu'il puisse faire comprendre à son épouse qu'il avait besoin de sa bulle isolée tant que sa blessure d'attachement n'est pas traitée, en sachant que pour ça, pour l'épouse qui a un attachement anxieux, c'était assez compliqué à respecter, mais qu'il fallait trouver un équilibre entre les deux, parce que sinon, le fait de se remettre sous le même toit allait générer probablement une tension de plus en plus grande, et plus lui allait fuir, plus elle courrait derrière, et à un moment donné, quand elle se fatiguerait de courir derrière, c'est lui qui commencerait à lui courir derrière, jusqu'au moment où, à nouveau, elle pourrait être trop envahissante, et lui trop coupé, si il ne travaille pas sur leurs blessures de fond. Donc il faut vraiment comprendre que l'attachement va s'inscrire dans un système pluriel, le système familial, le système, on va dire, des amis, des connaissances, etc., le système professionnel, le système culturel, le système religieux, et donc tout ça va venir impacter évidemment les représentations que la personne va se faire ou vont se faire, en l'occurrence, des relations. Euh, donc ça veut dire que du point de vue de l'individu, l'approche systémique, ça représente vraiment un énorme changement puisqu'on n'est plus dans une approche où on regarde les défaillances individuelles qui peuvent déstabiliser le système, et au contraire, ce que chaque comportement, chaque interaction va pouvoir apporter comme information et comme bénéfice au système. Donc on va chercher plutôt à comprendre comment je peux améliorer le lien et la relation. Euh, et y compris en lien avec les réticences au changement, avec les résistances au changement. Donc on va effectivement essayer de développer ça de façon plus relaxe, de façon à pouvoir mieux se retrouver. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça pour le moment? Parce que je vais parler un peu plus de l'attachement maintenant. Non, pas de questions? Levez un pouce sur l'écran, hein, si jamais c'est le cas. D'accord? Comme ça, je vois qu'il y a une question. Donc, le contexte de l'attachement, ça s'inscrit dans un apport théorique, et cet apport théorique, il est apparu vers la fin de la guerre, notamment par le psychanalyste britannique Bowlby. Donc c'est vraiment Bowlby qui a démarré ça. On est on est au milieu des années 40, et puis 60, 80, etc. Euh, et au début, cette théorie n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme euh, auprès des contemporains. En gros, certaines personnes minimisaient l'importance des pulsions dans le développement de l'enfant, notamment dans les approches un peu plus psychanalytiques, au profit de celles des relations. Et on considérait le bébé comme un être de relation, par exemple, et on a insisté, donc à l'opposé hein, de ce qui se passait au début, on a insisté sur l'importance pour l'enfant tout petit d'être attaché à quelqu'un. Et effectivement, la figure d'attachement, c'était un élément très important. C'est pour ça qu'à l'époque, Bowlby, Conrens, etc., Lawrence, ont fait des expériences avec des animaux. Hein, et je rappelle que l'animal, en général, s'attache à la première figure qu'il voit dès il a éclos, par exemple, si il s'agissait d'un poussin qui sort de son œuf. Et donc, ça permettait de créer du lien avec ces petits qui suivaient donc l'être humain parce que pour eux, la figure d'attachement, de sécurité, c'est celle à laquelle ils vont s'attacher, qui est présente à eux dans les toutes premières minutes de leur existence. Donc, donc c'est l'éthologue Konrad Lorenz qui découvre que c'est ce qu'on appelle l'imprinting, hein, donc l'empreinte, qui est un processus d'apprentissage par lequel certains animaux, notamment, s'attachent de manière irréversible au premier objet en mouvement qu'ils voient. Donc, c'est pas uniquement être présent, mais c'était en mouvement. Voilà, et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a cherché à mieux comprendre l'impact de la présence maternelle ou paternelle, mais au départ maternelle,
auprès des enfants, de façon à comprendre, on l'a fait en étudiant les singes notamment, voilà, pour comprendre ce qui se passait. Et par exemple, on mettait une mère fil de fer avec les singes ou une mère coton, et on voyait que le bébé singe allait vers celui qui représentait le plus la figure de la mère, etc., et qui pouvait rassurer. Voilà, donc par exemple, à titre anecdotique, hein, par exemple, certains auteurs euh, euh, ont confirmé que lorsque Darwin avait 8 ans, sa mère est décédée et qu'il développait une sorte de syndrome d'hyperventilation par la suite. Donc en gros c'est un syndrome de stress post-traumatique, hein, tout simplement. Et devenu adulte, il présentait une série de symptômes comme des angoisses, de la dépression, des maux de tête, des sensations de vertige. Donc, vous voyez, tout ça c'est le système vagal, hein, en réalité. D'évanouissement, des crises de larmes, de l'hystérie, etc. Tout ça est en lien avec évidemment le système vagal. Donc, si on va nettoyer cette blessure d'attachement, on aura l'opportunité d'aller nettoyer, évidemment, du coup, les comportements, mais je peux donc aussi agir sur les comportements pour modifier la perception que je pourrais avoir d'une situation et sans nécessairement avoir été analysé les tenants et les aboutissants du problème. Je vais changer mes comportements de façon à ce que l'ensemble du système modifie sa façon d'être grâce à ce comportement que je mets en avant. Voilà, donc par exemple, devenu adulte, Bowlby toujours présentait une série de symptômes euh, comme des angoisses, la dépression, des maux de tête, des sensations de vertige, d'évanouissement, des crises de larmes hystériques, des sifflements dans les oreilles, hein, donc des acouphènes, l'eczéma, des nausées, des vomissements. Et pour lui, aux yeux de Bowlby lui-même, ça constituait la marque d'une rupture précoce de l'attachement et de peur remontant à l'enfance, par exemple. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est à observer, c'est que dans ces années-là, la psychanalyse euh, voyait avec méfiance les tentatives d'introduire l'être en relation à côté de l'être perçu, analysé. Donc, du point de vue intrapsychique. Donc, c'est vraiment compliqué pour les psychanalystes de se dire que ben, le monde intérieur pouvait forcément nous influencer. Hein, et donc, le but, c'était plutôt donc cette notion de relation avec les autres, puisque le but était au départ de comprendre comment je fonctionne de l'intérieur et de ne pas m'intéresser à mon fonctionnement dans mon environnement. Évidemment, actuellement, en psychothérapie, on sait que nous avons besoin des deux. Comprendre ce qui me motive, ce qui me bloque, mais également comprendre euh, simplement quels sont le poids, le choc des relations au sein de la famille, par exemple, et en quoi ça peut m'influencer dans mes capacités de choix de façon rationnelle et adulte. Et donc certains de ces symptômes pouvaient donc apparaître comme du stress post-traumatique et avoir un impact donc dans le système de la personne, dans ses interactions, dans sa façon de se positionner au sein de la famille. Donc à l'époque, il y a eu beaucoup de levées de boucliers des psychanalystes sur Bowlby, et c'est d'autres chercheurs comme Mary Ainsworth, Mary Mann, qui ont continué à faire des travaux sur le sujet, qui ont fini par débloquer la situation. Voilà, parce qu'en général, on considérera plutôt que la figure d'attachement, c'est surtout la personne qui s'occupe le plus de l'enfant, en particulier dans ces moments d'angoisse, comme au cours de la nuit par exemple. Mais on peut aussi observer que certaines figures d'attachement peuvent se générer à partir de valeurs, à partir de sens. Par exemple, pour des enfants battus, une personne qui pourrait avoir exprimé de la bienveillance vis-à-vis de cet enfant pourrait rester une figure d'attachement, vraiment une ressource première, même si la personne ne l'a vue qu'une seule fois. Donc, pourquoi? Parce que le système va s'attacher le plus vite possible à tout ce qui va nourrir les besoins de bienveillance, de bientraitance, de sécurité émotionnelle et affective, etc. Et donc, on peut voir que ça peut évidemment nous influencer très fort. Euh, dans les stades d'attachement, peut-être aussi encore préciser que donc, cet attachement va désigner le comportement de l'individu qui cherche à se rapprocher d'une personne ou qui est capable de se rapprocher d'une personne. Et ce processus
il a donc essentiellement une fonction adaptative, c'est-à-dire qu'il constitue vraiment un besoin primaire, primal, et comprend 4 étapes de développement au niveau de l'enfant. Là, c'est aussi important puisque si on voit que certains épisodes traumatiques apparaissent dans ces années-là, il y a de très grandes chances que l'attachement n'ait pas pu se construire correctement. En gros, avant 2 mois, euh, c'est une phase de pré-attachement. Le bébé va manifester des comportements, des signaux sans différencier les personnes. Donc, voilà, il ne mesure pas qui est qui, hein, et il peut s'attacher avec à peu près tout et n'importe qui. Euh, donc, ça va constituer ce qu'on appelle un besoin social primaire. Et il y a 4 étapes de développement selon Ainsworth. Donc, avant 2 mois, de 2 à 7 mois, à partir de 7 mois et dès l'âge de 3-4 ans. Donc de 2 à 7 mois, ça va être, donc l'étape de l'attachement est en train de se faire. Ça veut dire que l'enfant a recours à divers comportements visant à obtenir la proximité physique du parent. Et il va commencer à différencier les personnes. Euh, mais la substitution de la principale figure d'attachement est encore possible. C'est-à-dire que je peux encore basculer vers une autre figure d'attachement en conscience ou en inconscience, puisque l'enfant souvent ne le mesure pas. À partir de 7 mois, l'étape de l'établissement d'une relation d'attachement franche est sélective envers une personne privilégiée, donc ça va générer aussi la substitution n'est plus possible. Euh, il pourrait y avoir de la détresse qui se manifeste pardon, lors des séparations. Par exemple, on voit dans le stade de développement de l'enfant que dès que le parent sort, le bébé peut commencer à pleurer, même si quelqu'un est resté à côté de lui et le sollicite. Le bébé va se refermer, va rejeter et va plutôt rechercher la présence de la personne qui est sortie, en l'occurrence. Et alors, à partir de 3-4 ans, c'est le début des mémoires identitaires. Donc, c'est ce qu'on appelle un état partenariat ajusté. Euh, Et donc ça va amener simplement la personne à commencer à créer son individuation, c'est-à-dire ses mémoires à elle, à elle-même, et ça va permettre aussi de les repérer justement s'il y a des blessures d'attachement dans le système du patient, si on voit qu'il y a des petits bugs qui apparaissent tout le temps, des respirations compassionnelles, mais tout ça peut influencer la qualité du lien avec la personne qui est en attachement. Donc, ce qui est particulièrement important, c'est le fait que le besoin d'attachement est aussi important que celui de boire ou de manger. Donc, ce n'est pas uniquement mes niveaux primaires, mais également des niveaux secondaires qui vont être utiles. Euh, donc, dans cette étape de partenariat ajusté, l'enfant est capable d'une certaine compréhension du point de vue de l'autre, donc il va commencer à pouvoir se mettre à la place de l'autre. Il va chercher à influencer celui-ci afin d'obtenir simplement certains avantages du point de vue euh, du travail, de l'intérêt, des soins par exemple, du point de vue relationnel, etc. Donc, c'est vraiment un besoin qui est tout aussi important que les autres primaires, que boire, manger, etc. Donc, ça veut dire aussi que on peut mettre en place certaines méthodes d'observation du problème. Par exemple, Mary Ainsworth a généré une sorte de façon de faire. Euh, et donc, on va le faire simplement en amenant de la sécurité à l'enfant et en prenant le temps d'observer ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans nos systèmes? Donc, qu'est-ce que ça génère chez moi comme calme? Donc ça, c'est un élément important. Donc, dans les cadres de figures d'attachement, donc, ben, nous avons évidemment les enfants sécures et les enfants insécures. Dans les enfants sécures, ben, il n'y a pas de problème. La personne va pouvoir naturellement, spontanément poser son cadre et ses limites. Et donc, si on sait dans quel système il fonctionne, on va pouvoir s'adresser à lui avec beaucoup plus de facilité, sans attente particulière. Euh, on peut avoir les enfants de type anxieux, et on peut avoir aussi les enfants de type détaché et les enfants désorientés qui vont chercher à calmer le système de la personne. Euh, voilà, donc et là-dedans on peut avoir des mix avec les ambivalents qui vont mélanger
l'anxieux, le détaché, souvent détaché évitant, on les met ensemble, le désorganisé, donc le volcanique, et on va voir le système qui va effectivement basculer. On peut avoir des transmissions transgénérationnelles de tout ça, parce que cette sensibilité à un certain type de stress se transmet au niveau épigénétique, et donc ça pourrait nous rendre plus sensibles que nos aïeux, alors que simplement parce que nous sommes plus sensibles, plus fragiles, ou que nous avons aussi d'autres épisodes de vie qui vont ramener à cette fragilité. Donc, notamment certains auteurs comme Maine, dont on a parlé tout à l'heure, avec Ainsworth, euh, ils se sont intéressés aussi sur les mécanismes en jeu dans cette transmission intergénérationnelle, de façon à comprendre comment ça fonctionne et comment l'éviter. Ok, prenez peut-être juste un petit moment pour vous. Essayez d'observer un peu comment vous interagissez avec les autres. Est-ce que vous avez tendance à être plutôt proche des autres, fusionnel, amical? Quand vous rencontrez quelqu'un qui est chouette, est-ce que vous avez tendance à vouloir le voir tout le temps, par exemple? Ou à l'opposé, est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez du mal à vous lier, du mal à parler, du mal, certainement pas à être pris dans les bras, pas toucher, etc. Donc, on peut avoir l'influence de certains réflexes archaïques, mais on peut aussi avoir l'influence donc de la blessure d'attachement qui va influencer complètement ce que les adultes vont faire de leur lien, de leur relation, et notamment quand eux-mêmes seront parents. Euh, voilà, donc cette base de sécurité que nous pouvons offrir, c'est une base de sécurité qui peut vraiment aider les personnes à aller un peu plus loin dans leur système dysfonctionnel éventuellement, de façon à le réparer et à pouvoir vivre de mieux en mieux la situation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Ah, je vois qu'il y a une question, je vois un truc qui s'est ouvert, attendez. Discuter. Non, Lamia dit c'est ok, merci Lamia. Donc c'était pas une question. Donc ok, voilà. Alors par exemple, on a généré certains tests familiaux comme le Family Separation Test. Donc ça c'est Bowlby qui a créé ça. Voilà, avant la séance, les parents qui acceptent de passer cette épreuve en famille reçoivent des instructions écrites, par exemple, à l'insu des enfants, hein, donc ils ne le savent pas, qui leur indiquent qu'ils devront quitter la pièce au signal du thérapeute, et les enfants resteront avec ce dernier. Les parents reviendront 6 minutes plus tard, entreront dans le cabinet ensemble et ensuite demeureront debout l'un à côté de l'autre durant 5 secondes, avant de réagir avec naturel. Cette procédure révèle, selon son auteur, euh, les difficultés de séparation, les comportements d'attachement entre frères et sœurs, euh, les attachements du thérapeute lui-même, le choix des parents en vue de la, en vue de, comment dire, ça y est, j'ai perdu le fil, donc ça va me revenir. Attendez. Oui, voilà, c'est ça. Les difficultés de séparation entre frères et sœurs. Euh, Par exemple, euh, notamment aussi les difficultés d'un enfant qui aurait été parentifié, hein, donc quand parfois l'enfant est là, il est capturé par un des deux parents pour être son ami, son copain, son déversoir de stress, d'angoisse, etc. Et donc l'enfant, du coup, va vivre cette pression supplémentaire de ne pas décevoir le parent et d'être à son écoute, mais du coup, ne peut pas vivre son expérience de self, c'est-à-dire d'espace calme, bienveillant, etc. Et donc ça va générer évidemment un certain type de stress. Euh, donc, dans le type d'exercice au cours de la formation qui sera donné, on va évidemment essayer d'exercer différentes pratiques de groupe pour aller voir comment ces interactions peuvent nous influencer et comment nos blessures d'attachement peuvent nous influencer dans nos interactions avec les autres. Imaginez si vous avez un attachement de type anxieux, vous avez besoin d'être rassuré tout le temps, mais en groupe, vous allez probablement aller toujours vers toutes les personnes présentes dans le groupe pour vous rassurer systématiquement. Si vous tombez sur quelqu'un qui a un attachement de type détaché ou évitant, il va vraiment se sentir envahi. Ça pourrait générer de la colère, du rejet chez cette personne, et du coup, sa volonté de s'éloigner de vous, et éventuellement même de se couper complètement du lien et de la relation. Donc c'est vraiment très très important de bien repérer ces problèmes.
C'est la même chose au niveau des qualités du lien familial, par exemple, du lien conjugal. On peut avoir les mêmes types de problèmes si l'attachement n'est pas repéré. Alors, j'ai entendu une caméra, mais je pense qu'un micro a dû être coupé. Euh, voilà, donc dans le couple, par exemple, juste pour nommer ça, je lance tout un cours sur le couple avec la Clairière à Paris. On va probablement donner la même formation au Maroc. Donc il y a un ensemble de 8 modules et encore un autre ensemble de 5 6 modules différents avec beaucoup de pratiques qui vont être organisées. Bon, par exemple, le préattachement au cours de la période initiale de flirt est un élément important. C'est pas encore un véritable lien, mais cette période favorise le développement ultérieur si la satisfaction émotionnelle, sexuelle n'est pas l'unique objectif de la relation. Si c'est que sexualité, il n'y aura pas d'attachement, même s'il y a de l'ocytocine par la relation sexuelle elle-même. Mais cet attrait sexuel peut favoriser la construction future du lien d'attachement et sera renforcé aussi par celui-ci, notamment parce que vous allez sécréter de l'ocytocine. Je rappelle que si vous voulez sécréter de l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement, prenez dans les bras au moins pendant 16 à 17 secondes votre partenaire. C'est à partir de ce moment-là que l'ocytocine est générée et va donc renforcer votre lien. Puis il y a l'attachement en voie de constitution, phase où l'on tombe amoureux et on va rechercher la proximité simplement euh, en réalisant qu'elle n'est plus motivée uniquement par l'attirance sexuelle, mais également par la recherche d'une intimité qui procure une source de sécurité, parce que je me sens bien avec cette personne. On a aussi le lien d'attachement proprement dit, hein, qui va se manifester lorsqu'on est amoureux et qui va venir réveiller les blessures d'attachement si nous en avions, ou au contraire, si nous n'en avons pas, ça va se développer de façon très saine avec le partenaire parce qu'il n'y aura pas d'angoisse, mais vraiment de la joie, le plaisir de partager, d'être ensemble par rapport à certaines situations. On peut avoir aussi ce qu'on appelle le partenariat corrigé, c'est-à-dire qu'on va réadapter notre contrat de base. Donc chacun on a notre jardin secret, mais aussi notre espace commun, de façon à le faire coïncider aux besoins de l'un et de l'autre, de façon à ce que ça reste juste pour pour l'ensemble. Euh, voilà, donc ça va nous aider à trouver ce juste milieu et non plus être uniquement dans la recherche de la sexualité, de la sensualité ou de la présence de l'autre, sans qu'il y ait de contact par exemple, mais trouver un juste équilibre entre les deux. Voilà, donc cette étape qu'on appelle le post-romance, hein, où la nécessité d'une proximité physique et de tous les comportements favorisant le développement d'un lien d'attachement diminue, eh bien, c'est ce qu'on appelle ce partenariat corrigé. Et d'une certaine manière, ça va libérer de l'énergie psychique pour se tourner vers l'extérieur, tout en étant assuré de l'existence d'un lien d'attachement. On retrouve la balance entre le système d'attachement et le système exploratoire, c'est-à-dire que ben, je suis bien avec cette personne, mais en même temps, je vais commencer à pouvoir me réinvestir aussi à l'extérieur, dans le cercle des amis, etc. Et l'important sera de trouver un équilibre entre ce système familial ou ce système de couple et en même temps le système amical, le système professionnel, etc. pour ne pas perdre notre capacité à être en lien avec les autres. Euh, voilà. Et donc, par exemple, certaines études ont été faites sur justement la qualité de l'attachement. Et une étude portant sur un échantillon de 100 adultes, qui a été faite en 1990, conclut que même si les amis peuvent offrir du réconfort au sein d'une certaine proximité et constituent ainsi des havres de sécurité, seul le partenaire amoureux au sein d'une relation stable de plus de 2 ans peut jouer le rôle de base de sécurité temporairement, parce que si c'est le partenaire qui joue cette base et que je ne fais pas travailler mes blessures, ben, le jour où mon partenaire quitte ou décède, évidemment, je vais être complètement fracassé. Donc c'est vraiment important de bien respecter, de bien comprendre comment se place l'autre dans le lien. Donc, voilà, donc on va retrouver cette balance entre ce système d'attachement sécure et le système exploratoire. Euh, voilà, et donc ça veut dire aussi que c'est à l'âge adulte que la figure d'attachement principale va vraiment prendre sa place. Ça veut dire que moi, en tant qu'adulte, ça sera super important que je puisse effectivement offrir cette sécurité de base à mes enfants. Je rappelle que le cerveau émotionnel est à maturité aux alentours de 25 ans,
Donc, demander aux enfants, aux ados, même aux jeunes adultes de gérer complètement leurs émotions, c'est évidemment une gageure parce que c'est impossible. Donc le cerveau, tout simplement, n'a pas la maturité, en tout cas cette zone du cerveau, notamment la mémoire hippocampale, qui est la mémoire émotionnelle, n'a pas la capacité. Donc je dois absolument trouver ce juste milieu de façon à éviter un débordement trop important. Et donc dans la gestion de la relation de couple et des conflits en particulier, euh, ce qui va nous intéresser, c'est cette capacité de conscience réflexive qui permet de réfléchir sur soi-même et les autres en termes d'états mentaux. Donc je vais essayer d'aller réparer ce qu'on appelle ces fameux égostés, hein, les états du moi, ces états mentaux, de manière à ce qu'ils réagissent de mieux en mieux à la situation. Euh, donc ça veut dire que, par exemple, selon ces auteurs, hein, donc c'était Fonagy et Target notamment, c'était en 97, euh, cette capacité d'être en relation va être en lien avec la qualité, va être relatée avec la qualité du lien d'attachement et se développe davantage chez les enfants sécures que chez les insécures. Donc effectivement, quelqu'un qui a une insécurité de base va toujours, tant qu'on n'a pas réparé cette blessure, imaginer qu'il ne peut pas vivre de la sécurité puisqu'il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc ça veut dire aussi que cette figure d'attachement va nous servir justement à créer du lien de façon à ce que le patient puisse se reposer sur cet univers intérieur et que voilà, il puisse être aidé dans son fonctionnement de façon à mieux digérer ce qui est là. Euh, Voilà, et donc cette capacité cette qualité du lien d'attachement se développe davantage chez les enfants sécures que chez les enfants insécures, c'est tout à fait logique. L'enfant insécure n'a pas connu un fonctionnement sécure, donc il ne sait pas comment faire, il va chercher à s'adapter ou à imiter. S'il a la chance d'avoir certains mentors en face de lui, il pourrait à ce moment-là développer euh, par copier-coller ce type de comportement, mais c'est pas nécessairement vrai. Donc au niveau de l'attachement systémique, on va donc s'intéresser à cette interpénétration des personnes et des systèmes de la personne pour comprendre quels sont ses besoins, quelles sont ses peurs, et de façon à changer certains comportements plutôt qu'aller réparer la blessure elle-même. Parfois, on va travailler aussi de façon concomitante, on va faire l'un et l'autre. Pourquoi est-ce que j'éviterais par exemple d'aller travailler sur les épisodes eux-mêmes, mais plutôt m'occuper à comprendre comment fonctionne le système? Mais parfois, ça peut m'aider justement lorsque j'ai des injonctions à agir de telle ou de telle ou de telle manière, et que il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert, donc pensez à le couper. Et donc, on va à ce moment-là essayer de repérer quel est le besoin et la peur du système, de façon à changer le comportement, sans nécessairement avoir été travailler l'origine traumatique de ce manque, de ce dysfonctionnement, mais de façon à ce que, en changeant le comportement, je puisse changer simplement la perception des autres par rapport à moi et la mienne par rapport aux autres, et donc rassurer mon système en évitant de devoir aller nettoyer tous les traumas. Ça ne fonctionnera pas toujours, évidemment. Plus je vais vers des traumas complexes avec des blessures d'attachement, plus j'ai de difficultés à faire comme ça, je vais devoir travailler à la fois sur les épisodes de vie eux-mêmes ou les parts, les programmes qui ont été générés par ces épisodes et modifier les comportements de façon à me calmer de plus en plus vite, tout simplement. Euh, voilà, donc ça veut dire aussi que dans le choix de mon partenaire, cette blessure va m'influencer puisque je vais rechercher un attachement sécure ou je vais retrouver une blessure d'insécurité, une blessure d'attachement, mais qui va correspondre à un schéma qui me convient dans un premier temps. Parfois, c'est aussi ce qu'on appelle les zones d'ombre, les zones aveugles, c'est-à-dire que je ne suis pas capable de repérer cette blessure parce que je ne le vois pas. Hier, par exemple, ce couple dont je vous parlais, l'homme ne comprend vraiment pas la souffrance émotionnelle de sa partenaire, de sa femme, de son épouse, parce que dans son système, il est complètement coupé, hein, il est complètement dissocié des émotions, donc il a une interprétation intellectuelle, voilà, il voit qu'il y a des choses là-dedans qui ne lui conviennent pas, mais il est incapable d'agir avec prévention et en évitant
des remontées de temps, des remontées émotionnelles ou des coupures. Donc la personne ne comprend absolument pas, elle va être de plus en plus coupée, détachée, ce qui évidemment va provoquer chez son partenaire de plus en plus d'angoisse, puisque le partenaire ne reçoit pas d'empathie, de compassion, en tout cas n'a pas le sentiment d'en recevoir. Et donc du coup, évidemment, ça va appuyer encore plus sur ces mécanismes de défense, et ça va faire monter encore un peu plus le tour. Voilà, donc c'est vraiment un processus qui est interactionnel et qui peut cimenter euh, l'équilibre du système couple. Si la personne est incapable d'exprimer les tenants et les aboutissants, ça va au contraire approfondir la dichotomie, le rejet de la partie blessée, simplement parce que le système a dit mais ça ne tient pas, je ne peux pas être rassuré. Donc il n'y a pas de réassurance par rapport à tout ça. Euh, voilà, donc c'est parfois des systèmes de double contrainte où une part voudrait bien faire quelque chose, mais réalise qu'elle ne peut pas parce que ça va être mal interprété par le système de la personne, et vice-versa. Donc dans l'attachement systémique, on va s'intéresser aux échanges entre les membres de la famille, entre les membres du couple, entre guillemets, de façon à observer et à faire prendre conscience du besoin. C'est qu'est-ce qui motive ton besoin d'être de telle ou de telle ou de telle, d'agir de telle ou de telle manière? Qu'est-ce qui motive ton besoin? Quelle est ta peur si tu ne le faisais pas? Que crains-tu qu'il se passe si tu ne le fais pas? D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi j'ai fini tout doucement ma présentation. Et donc, dans la formation que nous allons donner, on va évidemment faire des exercices de systémique pour analyser de façon systémique et non pas analytique. Et on va évidemment essayer de faire des jeux de rôle également, sauf s'il y a des couples, alors ça ne sera pas des jeux de rôle, ça sera vraiment une formation pure et dure, de façon à pouvoir aider évidemment les personnes à sortir de ce champ, à récupérer une position méta et pouvoir agir de façon efficace sur la blessure elle-même ou sur le fonctionnement. Je ne vois pas de questions, donc je vais encore attendre un petit peu, parce que s'il n'y a pas de questions, moi j'ai fini. Donc, euh, peut-être encore juste dire ceci, c'est que les cliniciens, les chercheurs de la théorie de l'attachement et celui de la thérapie systémique ont commencé donc à développer des ponts entre ces deux approches. Voilà, et donc c'est vrai que ça va donner des grilles de lecture, et effectivement dans les ponts, ben, ça sera comprendre sur quoi je peux changer dans mon comportement pour éviter par exemple de mettre le feu au système angoissé de ma partenaire de vie, et vice-versa bien entendu. Et donc c'est déjà comprendre les styles d'attachement pour mieux comprendre ce qui me motive moi, ce que je peux réparer moi, et donc revenir vers mon partenaire, mais dans les meilleures conditions possibles. Ok, toujours pas de questions? Non? Ok, s'il n'y a pas de questions, alors on va terminer cette présentation. Karim, tu peux peut-être mettre les dates de la formation dans le chat, s'il te plaît? Euh, je vais essayer de voir si je peux retrouver ça sur le site. C'est le site, ça, peut-être? Non, ça c'est LinkedIn, rien à voir. Espec, voilà. Calendrier. Donc, tiens, c'est marrant parce que je ne le vois pas dans le calendrier, ça, l'attachement. Il faudrait que tu vérifies le calendrier. Ah si, pardon, voilà, mois de juillet, sorry. 17-18 juillet, l'attachement systémique, ça sera donc... voilà, merci Karim. Donc, voilà, donc ici au mois de juillet, voilà ce qui a été prévu. Je vais le mettre dans le chat aussi. Comme ça, vous l'avez là. Ça, ce sont les dates prévues du mois de juillet. Je rappelle aussi que l'inscription et le règlement de l'inscription est valide. Les groupes seront limités. S'il n'y a pas suffisamment de monde, on ne fera pas la formation simplement du fait qu'il faut venir d'Europe, hein, donc les billets sont assez chers, donc on doit vraiment se garantir le groupe pour pouvoir tenir la formation. Donc les élèves qui voulaient faire ce module, inscrivez-vous rapidement s'il vous plaît auprès de Nawal, de Karim, auprès de l'ESPEC, hein, SPPEC. C'est vraiment important pour la gestion des horaires parce qu'on clôture les inscriptions 1 à 2 semaines avant les dates, de façon à pouvoir garantir la venue et surtout l'organisation également. D'accord? Toujours pas de questions?
Non? Plus de questions? Pas de questions? Pas de questions, bonne question. Donc j'espère que votre attachement est sécure et s'il ne l'est pas, ben, venez le travailler avec moi au mois de juillet. Euh, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Ça repassera. Merci à tout le monde, hein, merci Chadi. Donc ça sera rejoué en replay, hein, donc de toute façon, dès que j'obtiens la vidéo, donc ce sera d'ici quelques heures normalement, ça sera fait. Merci Lamia, belle journée à toi aussi, belle journée à tout le monde, hein, donc tous ceux que j'ai pas salués. Voilà. Nawal, je vois que tu es là. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Nawal, ou pas spécialement? Si c'est bien notre Nawal. Non, personne. Ok. Donc, alors je clôture ici. Shukran, merci. Et peut-être juste vous donner la prochaine date encore. Comme ça, la prochaine conférence, ça va être. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Je pense que c'est sous le thème problème du couple, c'est le 26 juin. Donc ça va être mercredi, je pense, à, euh, à- je vois 19 heures sur l'affiche. C'est 19 heures Maroc, donc c'est 20 heures Europe et 19 heures Maroc. Donc voilà, problème de couple, entre guillemets. Et puis ensuite, le 3 juillet, sur la scolarité, les problèmes de scolarité. Donc, prochaine conférence, donc mercredi 26 juin, 19 heures Maroc, 20 heures Europe, sur le thème de la problématique de couple, les problèmes de couple. Et ensuite, le 3 juillet, toujours à 20 heures Europe, 19 heures Maroc, sur les problèmes de scolarité. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée, un bel après-midi à tout le monde. Au revoir à tout le monde.